À la croisée des sables de Zanzibar et des forêts profondes du Congo, un nom suscite encore la crainte et la fascination. Tipo-Type, marchand d'ivoire, trafiquant d'esclaves, conquérant sans scrupules, mais aussi diplomate rusé et gouverneur au service du roi des Belges, comment cet homme, né d'un père omanais et d'une mère africaine, a-t-il bâti un empire qui rivalisa avec les puissances européennes ? Et comment l'histoire l'a-t-elle transformé de seigneur de guerre à homme brisé, tombé dans l'oubli? Voici l'ascension fulgurante et la chute brutale de Tipo-Type, l'ombre du Congo oriental. Ahmed bin Mohamed al-Mourjebi voit le jour en 1837 sur l'île de Zanzibar. À cette époque, ce petit bout de terre n'est pas qu'un paradis côtier. C'est le cœur battant d'un empire commercial arabe étendu sur toute la côte est-africaine. Son père, originaire de Mascate, est un commerçant bien établi dans les terres de l'intérieur, à Tabora. Sa mère, Karoundé, est une femme de la côte, fille du réputé Fundi Kira. Ce mariage n'est pas seulement une union. C'est une alliance stratégique qui ancre la famille dans les deux sphères, arabe et africaine. Le jeune Ahmed grandit à Kwarara, entre les plantations de girofles et les récits de commerce. Il reçoit une éducation religieuse sommaire, apprend à lire et écrire l'arabe, et commence très tôt à rêver d'aventure. Sans le savoir encore, il sera un jour l'auteur de Maïcha, son autobiographie, rare témoignage d'un marchand d'esclaves africain du 19e siècle. À 12 ans à peine, Ahmed part sur les routes avec ses frères et son oncle. Leur but, le copal, une résine prisée pour la fabrication de vernis. C'est son baptême dans le vaste monde du troc et du voyage. Mais c'est en 1855, à l'âge de 18 ans, que tout bascule. Son père revient de Tabora et l'invite à une véritable expédition dans l'arrière-pays. Direction Ougangi, près du lac Nyassa, aujourd'hui lac Malawi. Là-bas, on échange de l'ivoire et des hommes. En chemin, Ahmed contracte la variole. Une maladie souvent fatale à l'époque, il survit. Un miracle. Et une première épreuve qui forge son caractère. Après un passage à Tabora, père et fils atteignent les rives du lac Tanganyika, à Ujiji. Mais l'ivoire y est trop cher. Alors, ils décident d'aller plus loin, vers l'inconnu, l'Ouroua, aux abords de la rivière Lualaba, dans les terres profondes des Balouba. Un conflit éclate alors entre Ahmed et son père. Ce dernier souhaite déléguer les marchandises à un commerçant expérimenté. Ahmed refuse. Il veut gérer lui-même, prouver qu'il est prêt. « Je préfère voyager avec toi », dit-il. « Je ne veux pas que nos biens soient entre les mains d'un autre. » Et son père de répondre « Si tu crois pouvoir t'en tirer toi-même, alors je te les confie. »« D'accord, j'essaierai. » C'est ainsi que le jeune Ahmed traverse le Tanganyika en pirogue, atteint l'Ouroua, négocie de l'ivoire et revient à Zanzibar en vainqueur. Une première expédition réussie. Une légende est née. Au XIXe siècle, l'ivoire africain est un trésor. Plus tendre que celui d'Asie, il est convoité dans les salons bourgeois d'Europe pour fabriquer des touches de piano, des boules de billard. En Inde, les femmes hindoues s'emparent comme symbole de mariage. Mais derrière cette richesse se cache une dure réalité. Des routes longues, périlleuses, des conflits et des vies sacrifiées. L'ivoire n'est qu'une partie de l'économie arabo-swahili. L'autre, plus sombre, c'est l'esclavage. Des milliers d'Africains sont capturés autour des Grands Lacs, dans l'actuelle Tanzanie, au Kenya, au Malawi, dans l'est de la RDC, puis emmenés vers la côte. Et de là, vendus vers la péninsule arabique, Oman, le Golfe, la Perse, la mer Rouge, Jeddah, la Mecque, Damas, Bagdad, Istanbul et jusqu'en Égypte, où certains garçons sont castrés pour devenir eunuques dans les palais de l'Empire ottoman. Ce réseau esclavagiste est immense, structuré, mondialisé. Il lie l'Afrique orientale à l'Asie, au Moyen-Orient et même à l'Europe. Tipo-Type sera bientôt l'un de ses plus puissants rouages. 1860, Ahmed a 23 ans, finit le temps des caravanes dirigées par son père. Cette fois, il mène seul son expédition, prêt à marquer l'histoire de l'intérieur africain. À la tête d'un convoi impressionnant, 100 hommes armés, 400 porteurs, il traverse les pistes poussiéreuses, chargées de tissus colorés et de perles miroitantes. Sa destination, Lukehe, un carrefour stratégique sur la grande route commerciale reliant Bagamoyo à Tabora. Ce premier voyage est un triomphe. Les échanges sont fructueux. Mais Tipo-Type ne s'en contente pas. Il poursuit sa route jusqu'à Lurungu, à l'extrémité sud du lac Tanganyika. Là encore, l'ivoire abonde. Lorsqu'il revient enfin à Zanzibar, c'est en conquérant. L'enfant du clou de girofle est devenu un seigneur des caravanes. 1864. Fort du succès de son premier périple, Tipo-Type retourne au cœur du continent. Sa caravane est encore plus imposante. 700 porteurs, 120 fusils. Une véritable armée en mouvement. Il atteint le Kazambé, dans l'actuelle Zambie. Mais la route n'est pas sans heurts.
À Mkamba, les porteurs, affamés, se dispersent dans les villages, aucun ne revient. La réponse de Tipo Tip est brutale, il capture les familles et des fuyards, enchaîne les hommes, les force à reprendre la route. Sa réputation s'en trouve scellée. On le surnomme King Gugwa, le léopard, pour sa férocité soudaine et sans appel. Plus loin, une guerre l'oppose au chef Nsama. Le combat est rude. Tipo Tip est blessé, mais il l'emporte. Il capture des esclaves, s'empare de 34 tonnes d'ivoire, un butin colossal. Mais ce qui marque les esprits, c'est le bruit sec et répété de ses fusils. Tip 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 tip. Les populations locales s'étonnent. Nous avions vu des Wangwana, mais celui dont les fusils font tip tip, lui, nous ne le connaissions pas. Le surnom Tipo Tip est né. Il deviendra son identité, son aura, son mythe. C'est au sommet de sa puissance que Tipo Tip croise un autre